Merci pour vos interventions. Je ne sais pas pour vous dire, il y a énormément de choses. Est-ce que si vous avez un message en 3 points pour chacun d'entre vous pour résumer ça serait quoi? En fait, pour la partie peut-être plus que j'ai présentée, ou qui fait peut-être la synthèse, je pense qu'effectivement, manger avec le moins de pesticides possible et le plus local possible, ça permet de limiter tous les effets qu'a pu présenter Michel en complément des miens. L'autre truc, moi j'insiste vraiment beaucoup sur le fait de se reconnecter avec la nature, parce qu'en fait c'est un vrai effet positif sur la santé. Ce qui est aussi intéressant, c'est que tout ça, en fait, c'est peut-être que 3 actions entre guillemets, mais ça a beaucoup de co-bénéfices que l'on ne soupçonne pas, comme on a pu vous le montrer tout à l'heure. Par exemple, manger local, ça va limiter la déforestation, même si vous n'y pensiez pas. Manger avec moins de produits contenant des pesticides, ça va améliorer les milieux. On n'a pas beaucoup parlé de l'eau, mais l'eau est contaminée aussi par les pesticides et les engrais. En fait, chacun à notre échelle, même si encore une fois les politiques publiques ne nous y aident pas du tout, si nous on peut essayer de faire ça, ça redynamise aussi des économies locales. Ça aussi c'est important, on n'en a pas trop parlé, mais quand on achète ses fruits et les légumes chez le maraîcher qui est près de chez vous, c'est plus intéressant en termes d'économie que d'aller nourrir une multinationale qui a son siège dans un pays où ils payent moins d'impôts, où voilà, ils ont des facilités fiscales. Tout ça aussi, ça contribue en fait à améliorer le système de manière générale. Oui, donc je suis d'accord avec ce qu'a dit Tania. Donc la question des pesticides, des aliments ultra transformés, j'ai insisté. Enfin, je l'ai développé les exemples. Ce que j'ai passé par contre très rapidement sur ça, c'est le négatif qu'il faut réduire, mais il y a aussi le positif qu'il faut augmenter. Il ne faut pas l'oublier. Donc les bons acides gras, les fibres, les antioxydants, c'est quelque chose de fondamental. Et souvent dans les débats, je vois la question des aliments ultra transformés, dont des gens ne le savent pas le reconnaître forcément, mais il y a un petit effort à faire. Vous prenez la base de données Open Food Facts, c'est quelque chose de public, vous regardez, vous voyez le score. Si vous avez un Novacat, il faut réduire l'utilisation de ces aliments. Et si vous réduisez ces aliments, comme je l'ai dit, peut-être un petit peu rapidement, vous mangez automatiquement plus local, meilleur pour la santé, meilleur pour la planète et plus local, quoi. Donc ça, c'est un message extrêmement simple. Et donc, une solution aussi, c'est une piste, c'est il faut apprendre à faire de la cuisine. Parce que la facilité, c'est... Apparemment, il y a une grande diversité dans les supermarchés, mais qui est faite finalement... Vous savez qu'en France, quand on enlève les cultures pluriannuelles, c'est-à-dire les vergers, la vigne, les prairies, donc les cultures annuelles, il y a 4 cultures qui occupent 90% du territoire. Le blé, c'est 10% pour nous. 40% c'est pour les animaux français, et 50% c'est pour l'exportation pour les animaux étrangers et les humains étrangers. Le tournesol, c'est en grande partie pour faire du non alimentaire. Le colza, c'est pour faire de l'agrocarburant et des tourteaux de soja. Et le maïs, c'est pour donner aux cochons que l'on vend après, ou pour vendre pour les élevages intensifs d'Espagne. Donc ce qu'on produit en France dans les cultures annuelles, ce n'est pas pour nous nourrir nous. Je pense que c'est hyper important ce que vient de dire Michel sur le fait de recuisiner. En fait, plus vous allez acheter des aliments très simples, on n'est pas obligé d'être des grands chefs étoilés à la maison. C'est pas du tout des nécessités ou des obligations. Et cuisiner des choses simples, en fait, ça permet d'avoir nutritionnellement des choses intéressantes, notamment des fibres. On a parlé du microbiote intestinal. En fait, le microbiote intestinal humain perd en biodiversité et en richesse parce que justement, comme on consomme trop de produits ultra transformés qui ne contiennent pas cette biodiversité, en fait, on perd, nous, en biodiversité dans nos propres intestins. Donc, plus on va consommer des fruits, des légumes, des légumineuses ou des choses comme ça qui sont simples, vous avez juste à faire cuire très simplement, et bien en fait, ça va améliorer votre santé.
parle d'effondrement de la biodiversité, on pense aux animaux en Afrique et tout ça. On peut penser ce qui se passe dans les sols, mais les spécialistes du microbiote disent que de génération en génération, il y a un appauvrissement. Le microbiote de la maman, s'il est appauvri, elle le transmet aussi, et ainsi de suite. Donc on a un effondrement généralisé de la biodiversité. On parle des oiseaux, c'est bien documenté en Europe, mais c'est partout. Et ce qu'on essaie de montrer avec Tania, c'est qu'il y a des liens entre les différentes formes de biodiversité, les différentes formes de microbiote. Et donc c'est ça qu'il faut, la raison pour laquelle il faut régénérer le vivant à tous les niveaux. Bonsoir, merci beaucoup pour la présentation. J'ai une question beaucoup plus terre à terre, mais on m'a intriguée avec le poil. Et du coup, il y avait, je ne sais pas, peut-être ça a été dit, mais j'ai te coupé l'info. Mais est-ce qu'il y a du coup une alternative pour une poêle qui ne contient pas de plastique? Oui, bien sûr. Merci pour votre question. En fait, les alternatives aux poêles en téflon, c'est l'inox. Alors, je vous remettrai la slide si vous voulez tout à l'heure. L'inox, la fonte. Si vous cuisinez des choses dans le four, c'est plutôt du verre ou de la porcelaine. Et alors l'inox, il faut savoir que c'est un changement de comportement, on va dire, ou de façon de cuisiner, parce qu'on est tellement habitué à l'immédiateté du fait que quand vous mettez des aliments dans une poêle en téflon, ça ne va jamais coller. Donc, en général, quand je donne le conseil de passer à des poêles en inox, les gens me rappellent en me disant « Tania, je te déteste », parce que maintenant, il y a tout qui accroche dans ma poêle. Et donc, du coup, je vous avais mis, je ne sais pas si vous avez vu, parce que je suis passée vite, un lien. En fait, j'ai fait un petit tuto pour vous expliquer comment on fait pour que ça n'accroche pas. En fait, il faut chauffer la poêle à blanc. Vous ne mettez rien dedans, vous le mettez sur votre feu, si c'est du gaz ou votre poêle à induction. Et vous attendez. Alors, du coup, il faut attendre ce qu'on a oublié de faire depuis des années. Et en fait, après, vous mouillez vos doigts, vous pchitez de l'eau dans votre poêle. Tant que l'eau s'évapore, la poêle n'est pas assez chaude. Et en fait, il faut attendre. Alors, c'est une réaction chimique que je n'arrive pas à retenir le nom, mais je vais vous l'expliquer. En fait, à une certaine température, l'eau que vous allez pchiter, en fait, elle va faire des petites billes d'eau qui vont rester à la surface de la poêle. Et donc ça veut dire que votre poêle, elle est à la bonne température. Donc à ce moment-là, vous pouvez mettre des choses dedans, vous baissez, parce que sinon ça va brûler, mais ça ne va pas coller. Par exemple, on peut faire des crêpes dans une poêle en inox, je vous assure que ça fonctionne. Merci pour vos deux interventions qui étaient vraiment très riches, enfin, très systémiques, mais en même temps avec des messages, je pense, très clairs sur l'orientation récente. Ma question vient d'une petite remarque, je crois, à Tania, que tu as faite à un moment donné, en disant oui, alors ça c'est une étude qui vient de Santé publique France, finalement, elle était pas mal. Donc peut-être sur cette question, parce que le précédent Sénécole, on a eu une intervention d'Infrieux sur l'agriculture biologique, où elle parlait d'un backlash systémique contre l'agriculture biologique, en fait, c'est-à-dire d'une politique prétendument de promotion de la bio des pouvoirs publics, mais qui par plein de manières, finalement, l'a renvoyée dans une agriculture de niche, cassée à la fois, la mettait mal, en même temps prétendant la défendre. Et du coup, par rapport à la santé environnementale et au message de santé publique, peut-être nous en dire un peu plus sur l'attitude des pouvoirs publics, même si ça ne se résume pas à la santé publique France, mais voilà, savoir un peu plus ce que tu penses de ça. Je vais laisser le micro à Laurence. Non, en fait, j'ai fait cette remarque parce qu'effectivement, Santé publique publie des choses intéressantes, dit des choses intéressantes, mais dans certains cas, notamment quand il y a des clusters de cancer pédiatrique, il n'y a pas de soutien, quoi. Donc c'est un petit peu, on va dire, quelque chose à deux têtes. Il y a des choses très bien, et puis concrètement, quand il y a un problème, alors c'est peut-être une vision très personnelle, mais je trouve que ça manque de... Enfin, ils n'appuient pas assez sur l'accélérateur, quoi. Et il n'y a pas de soutien. Et encore une fois, donc ces études que j'ai montrées tout à l'heure, elles montrent que quand on cherche, on trouve, mais du coup... ils ont fait des choix. Par exemple, ce que je ne vous ai pas dit parce que je suis passée très vite, l'étude Esteban de biosurveillance, elle est terminée. Maintenant, elle est transformée, elle s'appelle l'étude Alban. Et donc cette étude Alban, c'est la suite d'Esteban. Donc pendant quelques années, on va prélever, je ne sais plus, l'échantillon, c'est à peu près 2000 personnes, enfants et adultes chez Esteban. Je ne me rappelle plus des chiffres pour Alban. Mais par exemple, ils ont fait le choix
de ne pas chercher les SDHI. Les SDHI, c'est une variété de pesticides, donc c'est les inhibiteurs de la succinate déshydrogénase, que l'on sait être, je ne dis pas de bêtises, que l'on sait être dangereux pour la santé, et notamment la santé du vivant. Et comme par hasard, en fait, ils ne vont pas les pister dans l'étude Alban. Donc moi, ça me pose question, en fait. C'est aussi pour ça que j'ai dit ça tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont écrites, et puis il y a des choix qui sont faits. Donc il y a beaucoup de communication, il y a un service santé environnementale à Santé publique France qui fait des choses super, mais là par exemple, voilà, moi perso je me demande pourquoi ils n'ont pas fait le choix de mettre les SDHI dans la liste des choses que l'on va chercher dans les liquides biologiques. C'est une bonne question, j'ai un tout autre exemple, c'est au ministère de l'Agriculture, il y a un groupe de fonctionnaires qui font des rapports. Et une fois, il y en avait un, j'avais été auditionné pour l'élevage, ils ont écrit un rapport, je l'ai trouvé excellent, digne de chercheurs. J'ai demandé si je pouvais le diffuser, ils ont dit non. De toute façon, le ministre a dit que ça ne servait à rien, quoi, voilà. Donc, en fait, en France, on est dans la fonction publique, il y a énormément de travaux, là, Esteban, c'est un cas, des travaux dans le domaine, des rapports qui sont extrêmement pertinents, mais qui sont mis de côté, quoi. Ça bloque au plus haut niveau. Oui, bonjour, merci pour vos deux propos. Merci aux organisateurs aussi. Juste la première fois, je viens. Moi, je suis un pharmacien toxicologue au niveau du GES. Et je travaille sur un projet de réduire l'exposition aux pesticides sur l'eau. J'ai un petit problème par rapport à la présentation, c'est que je ne vais pas vous rassurer qu'il y a des pesticides qui sont efficaces. Oui. Voilà, c'est un peu oui, bien sûr. Et donc, moi, je travaille sur ce projet avec l'ensemble des acteurs sur l'eau. Et le point clé, M. Dubreuil, pour y aider, parce que je pense que c'est ce soir, c'est qu'il va falloir qu'on revoie le modèle agricole. Pour tout ça, vous avez des champs en recherche, j'imaginais un peu les propos de la coordination de la semaine dernière. Je ne suis pas très sûr de moi, sinon je ne pourrais pas venir à la prochaine réunion. Mais je crois que l'élément clé, ce qui sort, c'est qu'à partir du moment où on reviendra sur le revenu agricole, comment on vit l'agriculture, on les sortira de la toxicomanie économique dans laquelle sont les agriculteurs actuellement. C'est-à-dire que répondent tous, donc ils peuvent encore nous répondre, tous ceux qui nous parlent. Nous, on ne s'en sort pas actuellement. Si vous voulez faire des zones tampons sans pesticides pour protéger les aires de captage, le nôtre est très compliqué dans le geste, parce que l'aire de captage chez nous, c'est vrai, il faut protéger nos aires. Je travaille actuellement sur ce sujet depuis 3 ans. Je rencontre pas mal d'acteurs, je rencontre pas mal de politiques qui parlent encore quand ils me parlent maintenant. Mais l'élément clé dans lequel l'ensemble des organisations scientifiques, de l'écologie fonctionnelle jusqu'au social en passant par la santé que je peux représenter, il faut qu'on vienne avec des contre-propositions. La clé, c'est le revenu des agriculteurs. C'est mon message ce soir, ce qu'on appelle à la collaboration. Merci d'avoir invité. Je suis d'accord avec vous, il y a les questions de revenus, au moins pour nombre d'agriculteurs, mais pas forcément tous. Mais c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on a fait porter toute la responsabilité des pesticides sur les agriculteurs. Or maintenant, ce qu'on sait d'un point de vue scientifique, c'est que si on veut se passer des pesticides, il faut absolument diversifier les cultures. Or, 4 cultures, je vous rappelle, occupent 95% des surfaces en culture annuelle. Donc si on veut diversifier les cultures, s'il n'y a pas le marché, s'il n'y a pas des industriels qui soutiennent des filières, par exemple, des filières non alimentaires. Je pense au chanvre, qui peut servir à faire du biobéton. Le chanvre est une plante qui est assez exceptionnelle parce que ça couvre le sol très rapidement et c'est une aide pour se passer des herbicides, quoi. Mais donc, ce n'est pas un agriculteur qui dit « je vais faire du chanvre, il faut qu'il y ait le marché ». Et donc, il faut que les politiques et les industriels s'allient dans les territoires, créent des coalitions pour diversifier ces cultures. Donc, il y a bien la question du revenu, mais il y a aussi la question de créer des environnements qui permettent de réduire les pesticides. Ecophyto, depuis le 2018, c'est un échec parce qu'on a fait porter la responsabilité que sur les agriculteurs. En gros, vous n'avez qu'à bien régler les machines et ça marchera. C'est une erreur fondamentale. Ce n'est pas soutenable par la science. Donc, il y a bien les prix, mais il y a bien aussi la réorganisation dans les territoires des modes de production agricole pour création de nouvelles filières. Et donc, après, il faut les accompagner pour que ça démarre, sans doute financièrement. Mais après, ça peut pas forcément
demander des subventions à vie, mais il faut qu'il y ait une aide au changement. Et actuellement, je ne sais pas si vous êtes au courant, dans le monde du business, on n'entend plus parler d'agriculture biologique tellement, mais je parle business, hein, c'est Danone, Nestlé et autres, McCain, on ne parle que d'agriculture régénératrice, je l'ai un petit peu évoqué. Et alors là, ça recouvre tout et n'importe quoi. Ça peut être le meilleur, mais le système dominant, ça arrange encore les industriels. Ils ont vu le moyen d'avoir une agriculture, ce qu'on appelle bas carbone. En gros, on séquestre du carbone dans le sol, eux, ça ne leur coûte rien, c'est l'agriculteur qui doit faire l'effort. Par contre, si on va aller plus loin pour supprimer ou réduire fortement les pesticides, là, ils n'en parlent pas, parce que ça demande des changements beaucoup plus importants chez eux. Donc, ce nouveau vocable, ce n'est pas complètement négatif, mais c'est approprié, monopolisé par tous les grands industriels, et ça va sans doute aller encore un peu à l'encontre du bio. Je voulais rajouter deux petites choses. Michel parle du chanvre. En fait, le chanvre, ça peut avoir un autre co-bénéfice, c'est-à-dire que pour s'habiller avec moins de pétrole, parce qu'on ne va pas se balader tout nu, il faut bien s'habiller, eh bien le chanvre, c'est un matériau qui est très intéressant, thermorégulateur, et il y a des filières qui sont en train de se recréer en France, mais pour l'instant, ça coûte très cher, donc c'est difficile d'accès, mais ça peut être un moyen de relancer encore une économie locale, de valoriser ce chanvre. Je rebondis aussi sur le fait que l'agriculture régénératrice ne parle pas du tout des pesticides. Tout à l'heure, Michel est passé très vite, mais on vous a parlé des logos agriculture biologique, et il a barré le HVE. HVE, c'est haute valeur environnementale. Le logo, enfin en tout cas ce label HVE a été inventé il y a un petit peu moins de 10 ans. En fait, si vous lisez le cahier des charges, il est quasiment le même que l'agriculture conventionnelle, donc il n'interdit absolument pas les pesticides, et du coup tous les tests qui ont été faits de produits en HVE et labellisés HVE en fait contiennent des pesticides. Le problème, c'est que ce HVE est vendu plus cher que le conventionnel, un peu moins cher que le bio, et du coup les consommateurs achètent du HVE en se disant bah, c'est bien, c'est comme du bio et c'est moins cher que le bio, sauf qu'en fait c'est pas du bio. Et la France s'est pris 2 amendes par la Commission européenne, s'est fait retoquer 2 fois, parce qu'évidemment ils ont regardé le cahier des charges et en fait ils ont vu que c'était du flan, en fait, que c'était du pipeau. Et donc la France doit changer son cahier des charges, mais bon, bah, ça fait quelques années et il ne s'est toujours rien passé. Et la deuxième petite chose, moi j'ajouterais un petit bémol, bleu blanc cœur, ça garantit la présence d'oméga 3 dans le produit fini, mais dans la charte bleu blanc cœur, il n'y a aucune notion d'interdiction de pesticides. Donc il y en a qui font bien, mais ils ne le font pas tous bien, donc juste faites attention, si vous achetez du bleu blanc cœur, achetez du bleu blanc cœur bio, mais pas du bleu blanc. Oui, ça existe, mais pas que du bleu blanc cœur, c'est pas suffisant. Merci pour vos présentations, c'était un régal. Merci. Dans la première présentation, la tienne, Tania, il me semble que c'était pour 46, tu évoques le fait que les microplastiques ne sont pas aussi dangereux suivant le niveau d'exposition, c'est-à-dire, si je comprends bien cette diapo, si on est exposé un petit peu à certains microplastiques, ce serait plus dangereux que si on était exposé davantage. Tu avais dit qu'il y avait des courbes en U ou des courbes sinusoïdales. Ah oui. Alors ce n'était pas les microplastiques, c'était c'était pour expliquer comment fonctionnent les perturbateurs endocriniens. Je n'ai pas de tableau là, mais en fait, les perturbateurs endocriniens, encore une fois, ils n'agissent pas selon des courbes monotones, c'est-à-dire plus tu vas en mettre, plus ils vont être dangereux. Il peut avoir un effet majeur à des doses très faibles, et quand tu vas augmenter la dose, l'effet va diminuer, et tu réaugmentes la dose et l'effet va remonter. Ou à l'inverse, tu vas avoir des effets très forts à des doses très fortes. Enfin, tu peux avoir des courbes en V inversé, des courbes en U, ou alors tu peux vraiment avoir comme des sinusoïdes, et c'est ça en fait qui est compliqué à analyser. Mais il y a d'autres spécialistes dans la salle qui vous en parleront mieux que moi. Mais c'est ça, en fait, qui fait la complexité de l'analyse des perturbateurs endocriniens, notamment. Et effectivement, oui, je rebondis sur ce qu'a dit le monsieur tout à l'heure. Les pesticides sont souvent des perturbateurs endocriniens et souvent, ils contiennent des PFAS parce qu'en fait, quand ils enrobent les semences avec des produits qui contiennent des PFAS,
pour que ça reste bien sur le granulé et que le granulé puisse... Enfin, Michel, il connaît mieux que moi tout ça. Mais en fait, il y a beaucoup de pesticides qui contiennent des PFAS, effectivement, et qui vont contaminer les nappes phréatiques. Tu veux en dire un mot? Non, mais tu as tout dit. Hein, Merci. Merci pour vos interventions. Donc moi je suis éco-infirmière et je me permets de faire un petit appel aussi par rapport aux ordonnances vertes, parce que peut-être pour parler de Michel. Et donc, du coup, je suis membre aussi de l'association Alerte des médecins sur les pesticides. Et on essaie de développer le projet des ordonnances vertes autour de Toulouse. Donc c'est un projet qui a pour but de promouvoir avec plusieurs biologiques et de nouvelles bio pour les femmes enceintes et donc durant cette période des premiers jours. Donc si jamais il y en a qui sont intéressés pour rejoindre le mouvement, même en ce moment ça va être la période des élections, donc c'est aussi une bonne période pour promouvoir ces projets-là. N'hésitez pas à aussi voir si ça vous intéresse. Et sachez que ça existe et qu'on essaie de développer. Merci Lisa. C'est un des trucs que je m'étais noté pour dire plus tard aussi. Effectivement, les ordonnances vertes, en fait, c'est une initiative qui a été lancée par Strasbourg il y a à peu près 2-3 ans maintenant et qui fait des petits un peu partout en France, où en fait les villes proposent, alors les villes avec un montage plus ou moins différent en fonction des territoires, proposent de fournir des paniers bio de fruits et légumes aux femmes enceintes pendant toute leur grossesse, voire dans certaines villes pendant quelques mois aussi après l'accouchement, de manière soit gratuite, soit avec vraiment un petit billet, je crois que c'est une vingtaine d'euros pour un an, enfin c'est vraiment dérisoire, pour justement protéger le fœtus pour la santé future. Comme vous l'avez bien compris, la santé se prépare in utero, donc pendant la grossesse. Et donc il y a plein d'initiatives et effectivement Lisa essaye de porter, enfin je pense que tu vas y arriver, à Toulouse cette initiative. Il y en a pas mal qui sont en train de se développer dans les Hauts-de-France. Il y en a aussi beaucoup vers Angoulême, etc. Et en fait, c'est en train d'être évalué par Strasbourg parce qu'évidemment, on se dit bah, c'est super, mais quel est l'impact? Et donc Strasbourg a lancé une étude, on aura les résultats d'ici, je pense, à peu près 2 ans de mémoire, si je ne me trompe pas. Et effectivement, moi aussi, je suis membre de l'association qui s'appelle Les médecins alertent sur les pesticides, et maintenant, ça s'appelle aussi sur les perturbateurs endocriniens. Donc, si vous êtes soignant de manière générale et pas forcément médecin, vous pouvez aussi adhérer à cette association et voir tout ce qui se fait. Et sur la page il y a un site internet de l'association où Lisa, justement, a cartographié tous les projets en cours d'ordonnance verte actuellement en France. Je vais en profiter pour me donner un peu la parole, mais j'ai rappelé qu'il y a 4 personnes qui ont demandé la parole. Alors, pour vous remercier pour votre présentation. Et quelquefois, on dit que les écoles sont un peu plombants, parce que voilà, on apprend, c'est toujours plus, et que c'est encore pire que ce qu'on pensait. Et là, ce qui était bien dans votre présentation, c'est qu'il y a aussi des perspectives. Il y a alors, qui relèvent parfois de choix individuels, on peut soi-même, voilà, c'est clair. Mais en fait, on s'aperçoit que c'est aussi beaucoup des choix qui sont à faire ensuite. Il y a des verrous qui sont quand même très importants. On a parlé de régression, il y a le livre là, sur le backlash qui montre que dans tous les secteurs, c'est le cas. Et donc, il y a ce caractère systémique qui fait que ça dépend aussi de choix vraiment politiques, et on l'a bien vu. Et je pense que c'est important parce qu'on parle d'écologie politique, on se demande pourquoi il y a une politique, est-ce que ça veut dire qu'on se lance en politique ou non, c'est qu'on constate qu'en fait, quand on analyse tous ces mécanismes, derrière, c'est des enjeux politiques. C'est bien de le rappeler. Et j'avais une petite question, c'est comme on en a déjà parlé pas mal avec Alexandre, on se disait que quand on veut donner des perspectives positives et avoir des moteurs d'action peut-être, et quand on pense décroissance, on se disait qu'il y a quelque chose aussi à faire autour de l'idée que la décroissance, ça peut aussi nous apporter davantage une meilleure santé. Comme la santé, c'est quelque chose qui rassemble un peu tout le monde, et on sait quand même que c'est important ça. Je me demandais si vous aviez été un peu en discussion avec des personnes qui pensent à la décroissance pour essayer de le formaliser en fait et avoir des publications qui pourraient donner davantage d'éléments. Tu veux répondre? Moi, je rencontre pas mal d'économistes qui, justement, avancent ces sujets de décroissance.
c'est vrai que la décroissance, c'est un mot qui fait peur, donc ils essayent de moins l'utiliser. Mais tout ce qu'on a dit, finalement, c'est un petit peu de la décroissance, c'est-à-dire consommer local, consommer des choses les plus simples possibles. Finalement, c'est de la décroissance. Éviter d'acheter des choses qui contiennent du plastique ou des perturbateurs endocriniens ou des pesticides. Enfin, pour moi, ça fait partie, en quelque sorte, de la décroissance parce qu'on ne va pas trouver ça dans les grandes surfaces, en tout cas moins facilement. Et par rapport au bio, on dit souvent que le bio est cher. En fait, le bio, il est moins cher si justement vous allez l'acheter en local, plus près de chez vous, parce qu'il y a moins d'intermédiaires. Quand vous allez dans les supermarchés, en fait, les fruits et les légumes bio sont super chers par rapport au prix que vous allez trouver dans des circuits spécialisés, parce qu'en fait, tout simplement, vous êtes captif. Quand vous faites vos courses dans un immense hypermarché, vous arrivez aux fruits et légumes, en général, c'est plutôt en fin de caddie. Votre caddie, il est plein, vous n'en pouvez plus, il vous faut des haricots, des citrons. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites, bon, il y en a là, je vais les acheter là. Mais en fait, vous les payez super cher. Si vous les achetiez dans un circuit spécialisé à côté, il vous coûterait beaucoup moins cher. C'est juste parce que voilà, vous êtes là et ils en profitent, entre guillemets. Et souvent, ces bio-là sont emballés dans du plastique, ce qui est quand même vachement dommage d'emballer du bio dans du plastique. Juste un petit message complémentaire. La décroissance, au sens où ça a été abordé, ça donne du sens aussi. Et quand ça donne du sens, on l'a vu à plusieurs exemples, c'est-à-dire que ces choix dont on a parlé, c'est bénéfique pour notre santé et c'est bénéfique aussi pour notre environnement, pour la planète, quoi. Deuxième chose que je voulais dire, c'est, parce qu'on parle beaucoup de bio, là, si on consomme majoritairement bio, par rapport au climat, il faut savoir que ça émet en moyenne plus de gaz à effet de serre. Quand je mange bio, par kilo de produit, 1 kilo de viande, tout ça, 1 kilo de lentilles, c'est plus de gaz à effet de serre en bio, en moyenne. Mais si je mange moins de viande, c'est pour ça que j'ai insisté, le bilan est positif. Parce que le supplément de gaz à effet de serre par kilo de produit bio est bien inférieur au fait de consommer beaucoup de viande. Il suffit de réduire un peu la viande pour que le surcroît de gaz à effet de serre du fait de consommer des produits bio n'apparaisse plus du tout. Et donc, là encore, il y a une faille du ministère. Parce que dans les cantines, 20% de produits bio et tout ça, mais la réduction de la consommation de viande, elle est beaucoup moins affichée, beaucoup moins suivie. Ça n'a pas de sens, parce que ça peut être encore pire, quoi. Et donc c'est pour ça, dans ce que je vous ai dit sur la règle des 4B, moins de produits ultra transformés, tout le monde ici est d'accord, mais le moins de viande est aussi, c'est bien pour notre santé, c'est bien pour la planète, et c'est une condition pour consommer plus de produits bio. Je me permets de rebondir, juste, je termine, pardon. En fait, sur les cantines, il y a une loi qui s'appelle la loi Egalim, en fait, qui normalement oblige, enfin en tout cas incite à avoir 20% de produits labellisés dans les assiettes des enfants. Aujourd'hui, on n'y est pas du tout. Et la deuxième partie de la loi Egalim, c'est de substituer les contenants alimentaires en plastique en des contenants durables et réutilisables. Et or, aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas non plus. Donc, même si les lois existent, en fait, elles ne sont pas mises en œuvre. Donc, c'est une vraie problématique. Et encore une fois, si cette loi, elle était vraiment poussée et soutenue par le gouvernement ou en tout cas par l'État, en fait, on aurait beaucoup plus de bio, on aurait moins de protéines animales aussi dans les cantines, mais aujourd'hui, c'est affiché, mais ce n'est pas soutenu derrière. Merci pour les présentations. On va continuer dans le médical, parce que je suis un collègue d'Alexandre et je fais de la médecine alors, au départ de santé publique, maintenant un peu plus individuelle, parce que je fais de l'exploration fonctionnelle. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, et je vais entendre de plus en plus parler, c'est le type d'approche cognitive et comportementale dans la santé, en fait. Et il y a une notion que j'ai découverte qui s'appelle l'inclusion réciproque. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une thérapie qu'on utilise en thérapie cognitive en psychiatrie pour améliorer le comportement des gens. C'est quoi? C'est pénétrer le vivant, c'est faire pénétrer par l'environnement. En fait. Il faut que ça soit inclus. Il faut que, quand on vit, en fait, on explique, c'est de faire pénétrer l'individu dans son environnement, de faire en sorte que l'individu fasse pénétrer l'environnement. C'est des stratégies, c'est des approches. J'ai trouvé ça très très intéressant. C'est une réflexion qui en fait est basée sur la politique comportementale et c'est
pour revenir à ce que vous disiez, on est des individus, mais en fait, on fait partie d'un tout. C'est un peu l'inverse de l'approche freudienne. Moi, je ne suis pas très freudien, pour l'approche plutôt adlérien, je ne sais pas si vous connaissez. En fait, on fait partie d'un tout, et chaque individu influence le comportement des autres, et le comportement des autres influence l'autre. En fait, il faut influencer, comme de la PNL, il faut influencer le comportement des autres par son propre comportement, et c'est un peu le même principe que ce que vous montrez, c'est-à-dire essayer d'avoir une agriculture inclusive, d'inclure des éléments inclusifs du système. Et à la faculté de médecine, en fait, on nous apprend la science dite dure, l'évidence-based médecine, en fait, depuis 4 ans à l'internat, pour former les jeunes médecins, il y a 45 minutes obligatoires de formation sur la médecine dite intégrative. Et je ne sais pas pourquoi c'est moi qu'on a demandé de le faire, c'est parce que moi je prône depuis longtemps la médecine par l'approche comportementale sur l'activité physique. Je suis un spécialiste de l'activité physique. Et en fait, on m'a dit, fais tout ça, tu vas faire la médecine intégrative. Je dis, pourquoi pas, je vais pas leur parler pendant 45 minutes. J'ai regardé le programme officiel de la médecine intégrative, vous allez voir, on revient là. Il y a dans les médecines intégratives l'ortithérapie, je ne sais pas si vous connaissez. L'ortithérapie. Là, je vais pas avec des orties, et c'est pas manger des orties, c'est le jardin qui soigne. C'est-à-dire, en clair, vous prenez les malades et vous les mettez dans les jardins, et suivant comment vous organisez ou comment vous cultivez le jardin, il y a des façons d'organiser, de cultiver le jardin qui peut permettre à la personne de s'occuper de son jardin de soigner certaines problématiques comportementales, évidemment, voire, on pourrait dire, nutritionnelles. Donc, en fait, toute cette réflexion un peu holistique, moi j'étais un médecin de santé publique, je suis passé maintenant un médecin d'individu. Et en fait, je ne m'empêche pas de raisonner à l'échelle de la globalité. En fait. Je pense que c'est important de comprendre, c'est important d'agir. Juste une réponse, c'est l'effet Leyden-Frost pour la poêle. C'est un petit détail. Et dernière chose, juste pour faire pas une digression, mais un complément, vous avez parlé des polymétharlènes, je les connais selon les perfluorocarbures, je pense que c'est la même chose. Les perfluorocarbures et les composés fluorocarbonés. Les polymétharlènes, c'est comme des perfluorocarbures. Voilà, c'est comme des perfluorocarbures. Moi, je les connais pourquoi, parce qu'en médecine, on les utilise. À ma connaissance, on les utilise. Donc, il n'y a rien de diabolique au PFC. Le problème, c'est la dose. Pourquoi? Au départ, ils ont utilisé pour essayer de sauver des vies. C'est-à-dire, quand vous manquez d'oxygène pour votre animation, vous faites inhaler les perfluorocarbures. Les mecs qui allaient l'imaginer, c'est des agents tensioactifs. C'est pour ça qu'ils sont déperdants. C'est-à-dire qu'ils cassent les ions de surface. En fait, le fait de les inhaler, ça permet de diminuer l'adhésion de l'oxygène aux membranes cellulaires dans le poumon et donc de favoriser l'entrée d'oxygène dans votre corps. C'était l'idée au départ. Ils ont fait en phase 1 pour voir si ça ne tuait pas trop de monde plutôt que d'en sauver. Ils sont aperçus que finalement il va mieux arrêter parce qu'on ne maîtrisait pas trop la molécule. Il y a tellement d'idiots dans le système qu'il y a des personnes qui se disent ah ouais, l'oxygène, de qui je veux parler, ils s'en sont, on va dire, insufflés, aller savoir comment ils ont récupéré des doses qu'ils en sont morts. Je parle de certains sportifs. Pour vous dire, il n'y a rien de diabolique au PFC, mais c'est toujours le même problème, c'est alors que ça pourrait être utile pour améliorer certains systèmes, puisque ça intéresse, allons-y, on les diversifie, et là ça devient toxique, parce que c'est pour le coup la dose d'utilisation, la dose d'expansion, la dose de mauvaise utilisation qui pour moi devient toxique. C'est juste pas pour défendre les différences. Je suis pas sûre qu'on parle de la même chose en fait. Si, je crois que c'est le même fonctionnement en fait. Le même fonctionnement dans ce que vous avez expliqué pour l'histoire de Charles et du côté des perdants, c'est des agents, enfin, pour moi c'est des agents tensioactifs, ils ont d'autres propriétés sûrement, mais je pense qu'ils ont les mêmes propriétés. Mais en fait, c'est juste pour réfléchir à l'idée que, comment dire, un proche, il a ce qu'il peut connaître, la science n'est absolument pas opposée, à mon avis, je pense qu'on est tous d'accord sur l'utilisation dans le domaine agro-industriel ou sans large, c'est juste l'utilisation, on va dire peut-être un peu excessive et non spécifique, on peut en faire en disant que si ça marche un petit peu, ça peut marcher beaucoup. En fait, comme vous l'avez aussi dit dans les cours, il y a une notion d'équilibre dans le système biologique, et un petit peu, peut-être pas, en tout cas, il faut arriver à trouver un certain équilibre. C'est un peu la réflexion que j'avais par rapport à tout ce que vous disiez, parce que moi je suis un peu trop technique dans ma journée, et des fois j'aime bien aussi, je suis très content d'être venu, avoir une approche très globale, très holistique, et en tout cas merci pour la clarté de vos présentations. Merci. Je rebondis. Alors, je fais partie aussi d'une formation de médecine intégrative où j'interviens. Et effectivement, je me suis moi-même formée en plus à ce qu'on appelle l'écothérapie. C'est prendre en soin les patients dans la nature.
Parce qu'en fait, on sait aujourd'hui que de dire les choses, de montrer les choses, ça ne suffit pas en fait, pour déclencher un changement de comportement, alors que quand on les met en situation, la nature est un média extraordinaire et surtout, ça ancre les choses. Donc, bon, là, on ne l'a pas fait, mais j'organise des conférences où on est dehors, en fait, parce que justement, de parler de ces sujets-là en étant dans les émotions, de vivre les choses dans la nature, en fait, ça ancre beaucoup plus les choses. Bonjour, je vais faire rapide, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais aller à l'essentiel. Allez-y. En fait, du coup, je suis chercheuse en recherche clinique, et du coup, j'ai une formation d'ingénieur agro et en épidémiologie nutritionnelle à doctorat, donc ça m'a beaucoup parlé de ce que vous avez dit. Et depuis quelques années, j'ai aussi développé un projet agricole. Donc je touche un petit peu à l'agriculture et je voulais déjà rebondir à ce que vient de dire je me rappelle le nom du monsieur, justement sur le fait d'intégrer l'environnement et de se faire intégrer dans l'environnement. En fait, le fait de vraiment remettre les mains dans la nature, dans les cycles, de cultiver, dans le temps que ça prend, ça reconnecte vraiment, et je pense que ça c'est vraiment ce qui permet vraiment peut-être de se mettre en décroissance à cet endroit, avec l'impression d'être en décroissance, mais plutôt l'inverse en fait. Et ça se fait naturellement, mais en fait c'est vrai qu'on est hors sol, et moi-même j'étais hors sol avant, même si j'étais sensibilisée à toutes ces problématiques, si je faisais attention que je mangeais bio comme je pouvais, local comme je pouvais, tout ce qu'on peut, on est quand même hors sol, et le fait juste de remettre les mains dans la terre, de faire moi-même les choses, et ça m'a vraiment reconnecté, et vraiment ça a mis beaucoup plus de sens, des choses qui deviennent évidentes, qui se font simplement. Après, je voudrais aussi soutenir les propos de monsieur, excusez-moi pour les noms que c'est plus, sur le fait qu'il faut soutenir l'agriculture, parce qu'effectivement, il y a tout un système à revoir. Je ne suis pas sûre que ce soit des gros industriels qui se mettent à faire une agriculture biologique et en tout cas régénérative, qui permettent de, en tout cas, améliorer la fertilité de nos sols, avec du pâturage dynamique par exemple, ce genre de choses. Ce sera plutôt peut-être des petits, mais pour le coup, pour le fait d'essayer d'en faire, parce que j'ai quelques produits que je vends, et ben en fait, on n'en vit pas. Et si on veut vraiment en vivre, en fait, il faudrait qu'on soit en tout cas plus aidé dans ce système. Si, petit agriculteur, si on fait tout à la main, on veut mécaniser, on veut faire des produits justement à haute valeur nutritionnelle et des produits qui derrière, en tout cas, servent à tout l'écosystème, ben, en fait, on ne peut pas on est obligé d'avoir un autre métier agricole. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui a l'air passé, c'est qu'effectivement, on peut avoir en tant que consommateur une action en allant favoriser en tout cas les circuits locaux, bio ou même pas bio, mais les gens qui travaillent bien. Forcément, ça coûte plus cher, forcément, ça demande du temps de cuisine, du temps d'aller chercher des produits. Mais c'est peut-être aussi une façon de pouvoir se tenir et même peut-être faire aussi des projets participatifs ou collectifs, parce que justement, ça leur donne les mains dans la terre et de se rendre compte aussi. Et ça a un avantage aussi, c'est que ça recrée du lien social. Et ça, c'est un autre co-bénéfice. Ouais. Je ne sais pas s'il fonctionne celui-là. Pendant longtemps, j'ai été plusieurs années d'accord avec le point de vue que vous défendez. Il est tout à fait louable, je le comprends. Je m'aperçois que ça ne bouge pas beaucoup. Il y a beaucoup de petites initiatives, mais globalement, ça reste cantonné à 10-15%. Donc il faut continuer. Tout ce que vous citez, c'est très bien. J'ai des collègues qui travaillent dans les jardins familiaux, dans les milieux modestes pour apprendre à cultiver ses légumes, cuisiner. Donc tout ça, il faut le faire. Mais je ne sais pas si je suis pessimiste, ça ne va pas dépasser 15-20%. Et donc c'est pour ça qu'il faut s'attaquer, moi en tant que chercheur, s'attaquer au sens mettre la main à la pâte avec ce qui se passe ailleurs. Et je commence à le faire. C'est pas tout noir non plus, il y a du noir, il y a du gris, il y a du blanc, il y a de tout. Et il faut être intransigeant pour porter la parole scientifique, pour appeler un chat et qu'il n'y ait pas de dérive. Donc quitte à en faire les frais. Mais en tant que chercheur, il y a une part de mes collègues, on ignore cette agriculture, donc on est tous dans le bio local la plupart. Il faut continuer, mais ça va rester quand même malheureusement minoritaire.
Donc il faut aussi, il y a des choses à faire sur les 70-80% qui restent. Et pour identifier, comme on dit, le bon grain de livret, parce qu'il y a quelques bons grains quand même dedans. Quoi. Là, c'est ma conviction actuelle. Et moi, je déplore que la recherche n'y intéresse pas trop. Quoi. Les agronomes, on travaille beaucoup sur le bio et tout, et il faut absolument, mais il faut aller voir ailleurs aussi, il faut appeler un chat à chat, mettre en évidence l'inacceptable, sinon ça va continuer à se développer, ça va grignoter tout le reste. Bonsoir, merci Fabien Michel pour vos exposés très intéressants. Alors moi je voudrais juste signaler un documentaire en fait, qui donne prolongation à la fois de ce que vous avez venez d'évoquer, mais aussi dans les grands principes que vous avez énoncés sur quelles seraient les pistes de solutions vers un autre type d'agriculture. En fait, c'est un documentaire que j'ai vu lundi, que j'ai trouvé vraiment excellent, c'est dans un site des débats, qui s'appelle Leur champ du cœur, leur champ, les champs cultivés, au pluriel, qui a été porté là par Alimentaire, c'est l'assaut alimentaire. Et il va être disponible en ligne normalement à partir du 1er décembre. Et franchement, je vous le conseille parce que, alors là, ce sont des 15 agriculteurs qui sont tous engagés dans des pratiques alternatives, soit en bio, soit en tout cas des pratiques d'agroécologie. Il y a des viticulteurs, des céréaliers, des maraîchers, et il y a aussi des gens en politique de élevage. Et je trouve qu'il est très pertinent. En tout cas, c'est un discours, une analyse politique du problème agricole, à la fois de l'agriculture française ou européenne, largement qui vont dans le mur, mais aussi de la grande faiblesse agricole. Et c'est un peu un appel au secours. Et c'est fait de manière. Je trouve c'est très touchant et ça va moi. Donc ça donne aussi une forme d'optimisme parce que ça sont vraiment des gens, des agriculteurs qui sont engagés dans cette démarche. Et techniquement, ça marche. Le problème, c'est le premier qui n'a pas du tout été résolu après de ces 2 dernières années, et aussi le constat du coût caché. Et voilà, donc on peut publier gratuit, mais je pense que ça apporte aussi de l'humain. Je pense que c'est un défi qu'il faut essayer de faire circuler, de montrer aux responsables agricoles, à ceux qui habitent agricole. Ça peut aider à faire progresser les idées. Leur champ du cœur. Merci beaucoup pour vos interventions, l'éclairage toujours extrêmement intéressant. J'avais eu la chance de vous écouter, alors je viens aussi du Gers, je fais le témoignage. J'avais eu la chance de vous écouter à Hoche, j'ai pu échanger un petit peu sur les problématiques agricoles, et donc voilà l'ensemble de ce qui vient d'être dit sur le monde agricole et l'agroécologie. Concrètement dans des territoires comme le Gers, ce qui s'y passe, c'est pas simple en fait pour les agriculteurs qui ont des initiatives. Alors j'ai eu la chance des projets de recherche, toute petite mesure de suivre des projets en agroécologie, qui étaient financés par la Région de l'eau à Guérande ces dernières années. Et voilà, c'est sur l'évaluation des pratiques agroécologiques, sur la qualité de l'eau, de manière quantitative et qualitative. Et on est au contact d'agriculteurs, donc ce qui est chouette, ça va sortir un peu de mon bureau, ça peut court, et surtout d'offrir des témoignages humains et la difficulté qu'ils avaient pour passer le relais. En fait, c'était presque des cris d'alarme pour dire qu'en fait, on est un peu seul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les villages du Gers, à l'époque, voilà, dans les années 60 jusqu'à 70, il y avait peut-être 25 agriculteurs en moyenne. Aujourd'hui, il y en a 4-5 qui se partagent le territoire, qui sont embêtés et qui ont surtout du mal à passer le relais à leurs enfants, à leurs neveux, à leurs nièces. Et ce qui aide pas, c'est la formation effectivement en agriculture, qui, voilà, les cours en écologie, les connaissances de Soltner et d'autres, moins qu'il y a eu à l'époque, donc ça c'est un fait. Et puis après, dans le champ de l'agriculture, il y a aussi moins d'expertise et moins d'accompagnement. Donc en fait, ces agriculteurs, ils se retrouvent souvent seuls au moment du départ à la retraite, et ils ont surtout envie, ils font appel à qui ils peuvent pour qu'il y ait des témoignages, pour montrer que les initiatives qu'ils ont eues, par exemple en agroécologie, et bien en fait ça marche, mais c'est du temps long. C'est-à-dire que moi j'ai le contact d'un agriculteur, il s'est mis aux pratiques agroécologiques il y a 20 ans, sur les terres du Gers, voilà, les Boulbènes, qui ne sont pas des terres simples à cultiver, avec des petits rendements par rapport à d'autres régions agricoles. Il y a des doublés de taux de matière organique, alors on partait très bas, donc doubler c'est pas tant non plus, on a réussi à faire ça en un temps, en mettant des résidus de culture, en faisant des bons labours, etc. Et puis un tour d'eau en moins, donc ça fait 20% d'eau en moins sur du maïs. Et pour obtenir un pas le même rendement, tout collègue qui est en conventionnel.
voilà, arrive à la fin de sa vie, enfin de sa vie professionnelle, en tout cas, il passe le relais dans ces conditions-là, mais en fait, il n'arrive pas à passer le relais. Et personne ne prend le relais derrière, ou ceux qui essayent, ils se cassent un peu les dents parce que c'est du temps long, parce que c'est pas vraiment du temps, et donc il se pose la question comment on fait. Et donc il fait appel à des gens qui ne sont pas assez compétents comme moi pour dire en fait, vous avez étudié, dites-le aux collègues, venez le dire sur le territoire. Et en fait, moi, le constat, c'est que en fait, je vois qu'il n'y a pas de passage de relais qui se fait bien et que sur le territoire, ça manque de monde. Alors c'est sûr que si on s'y met tous un petit peu à nos échelles, peut-être cultiver son jardin et se mettre en relation, ça va certainement aider aussi, mais se mettre en relation avec ses agriculteurs aussi, qui ont besoin de soutien, pour pouvoir passer des relais, pour pouvoir faciliter la mise en la création de filières, avec les cantines scolaires. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire pour qu'il y ait des éléments déclencheurs, il y a plein de sociologues qui disent ça en SHS, voilà, les éléments déclencheurs sur un territoire qui font qu'à un moment donné ça peut se faire. Et là, en ce moment, le constat, c'est qu'il y a plein de gens qui ont envie de passer le relais, mais qui n'arrivent pas. Et le passage de relais, il ne se fait pas. Il ne se fait pas vachement avec l'agriculture. Et en fait, je m'interroge qui le fait. Voilà. Ce n'est pas non plus à des conférences sur un territoire gersois de le faire. Donc voilà, je pense que c'est un manque d'acteurs et les politiques ne le font pas de manière suffisamment éclairée. Donc merci aussi pour vos actions, pour aller éclairer tout ce monde-là, parce que vous le faites sur les territoires et ça aide un peu. Merci pour votre témoignage. Alors, vous abordez une autre question, ça sortait un petit peu du périmètre là, sur le foncier, la transmission. Mais c'est vrai que les exploitations tendent à être de plus en plus grandes puisque les aides sont proportionnelles à la surface. Et si c'est plus grand, ça veut dire qu'il y a plus de capital et donc les successions hors cadre familial sont plus difficiles. Alors là encore, il y a des bonnes choses qui se passent sur le terrain. Par exemple, l'association Terre de Liens a une foncière qui permet d'être à disposition dans des conditions très bonnes, le foncier à des agriculteurs. Il y a aussi le développement de formes associatives en agriculture pour partager. Donc le problème, c'est qu'on a énormément d'expériences vertueuses dans le domaine de l'alimentation santé, dans le domaine de l'agriculture, mais ça reste toujours à l'état de niche. On n'arrive pas, comme on dit, à passer à l'échelle. Et donc c'est là que l'imagination doit prévaloir et pour justement passer à l'échelle. Donc, en sachant que ça ne suffira pas, mais il ne faut pas lâcher, il faut favoriser ces initiatives telles que c'était décrit là. Bonsoir, merci. Moi, je voulais souligner 2 points, et avoir votre avis sur ça. Un premier, c'est que vous avez mentionné le fait qu'il y a un certain nombre de lois qui cherchent à faire des effets de levier pour élargir les marchés qui iraient vers le bio ou de l'agriculture de qualité, tout ça. Par exemple, pour les cantines, la restauration collective, mais vous avez dit qu'elles ne sont pas appliquées. Et donc, moi, je me demandais, est-ce que vous avez des pistes ou des idées ou entendu parler de travaux sur, voilà, est-ce que c'est des stratégies pour les faire appliquer? Est-ce qu'il faut qu'il y ait des gens qui portent plainte au niveau des mairies, au niveau des préfectures? Est-ce qu'il faut faire des pressions au niveau, je ne sais pas, des agriculteurs ou des syndicats? Est-ce que vous avez des idées par rapport à ça? Et l'autre point, en termes de bras de levier, puisqu'on parle de comment dépasser, sortir de la niche, alors on nous a parlé effectivement dans l'autre école qu'il y a un problème de financement, de valorisation des labels HVE, etc. Mais est-ce que les initiatives là, au niveau plus local, pour diminuer les inégalités, faire accéder à l'alimentation avec des systèmes de taxation comme la SSA, la sécurité sociale de l'alimentation, est-ce que vous pouvez commenter sur ça ou parler d'expérimentation dans ce domaine-là? Vous en avez pas parlé dans le séminaire, donc c'est quelque chose qui est un peu en vogue. La loi EGalim qui interdit les barquettes en plastique est applicable depuis le 1er janvier 2025. On est le 26 novembre 2025, il y a encore énormément de villes qui ne l'ont pas appliquée. Il y a une chose que je ne vous ai pas communiquée, c'est que j'ai présidé pendant 6 ans l'association qui s'appelle Cantine sans plastique, c'est nous qui avions porté cette loi. Et je suis porte-parole de l'association depuis 2 ans. Et en fait, depuis le début de l'année, j'envoie des mails toutes les semaines au ministère en leur demandant quand est-ce qu'ils vont appliquer les sanctions qui sont prévues. Or, le ministère a affiché clairement, déjà 3 mois avant que la loi soit applicable, donc fin 2024, le fait qu'ils allaient être tolérants pendant un moment. Donc, ils avaient dit au début quelques mois, ça fait 11 mois, donc on a l'impression que la tolérance va être très longue. Et à chaque fois, je leur rétorque, écoutez, quand on est en infraction dans la rue, on se prend l'amende directement dans la boîte aux lettres le lendemain. Et là, on parle de milliers d'euros d'amende par jour pour les villes qui ne sont pas en règle avec la loi. Et donc, on n'y arrive pas. Il y a un laxisme des autorités. Et quand on leur demande qui est censé faire les contrôles, il n'y a plus personne. Donc, en fait, on ne sait pas qui est censé faire les contrôles. Le ministère se cache complètement. Donc, en fait, on n'a pas les contacts. Et donc, ce qu'on va faire, c'est du name and shame, en fait. On va balancer sur les réseaux sociaux. Là, moi, je vais participer à une émission de radio, une émission de télé, et on va balancer. Mais concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Pas grand-chose, parce qu'en fait, les villes qui ne sont pas en règle,
mettent en avant le fait qu'ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers de le faire. Et en fait, l'État ne souhaite pas aider financièrement. Donc, ils acceptent, enfin, il y a des lois qui sont votées, mais il n'y a pas de soutien derrière. Bon, il se trouve que de passer à l'inox, c'est très vite très rentable. Donc, c'est un investissement, mais qui est très vite rentabilisé. Donc, ce n'est pas forcément un bon argument, mais ça peut être un argument réel pour certaines villes. Mais il n'y a pas d'aide. En tout cas, il y a très peu d'aide. Donc aujourd'hui, à part hurler que la loi n'est pas appliquée, on n'a pas d'autres leviers. On est en train de travailler avec des juristes justement parce qu'on n'a pas cette compétence-là à l'association. Mais c'est très difficile parce qu'on n'a pas les organes de contrôle. Voilà. Pour l'agriculture, je pense que c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, il y a un levier pour réduire les pesticides, c'est la diversification des cultures. Donc la PAC, la politique agricole commune, telle qu'elle a été montée dans la fois précédente, avait fixé des seuils, justement. En fait, ces seuils ont été détricotés, notamment par le syndicat majoritaire, si bien que ça ne sert plus à rien, quoi. Alors, donc ça, c'est une expérience négative. Par contre, là, je travaille avec des petites coopératives belges, et donc là, une des voies, c'est finalement, c'est pas attendre grand-chose des politiques publiques, malheureusement, dans ce domaine-là. Enfin, il faut quand même exiger, mais il faut savoir que ça ne marche pas trop. Il y a trop de blocages. Mais dans les territoires, il y a quand même des acteurs qui s'organisent. Mais à chaque fois, ce n'est pas des agriculteurs, ce n'est pas que des agriculteurs et des consommateurs, c'est des agriculteurs et des intermédiaires qui sont parfois des coopératives ou des petits industriels pour activer ce levier de diversification. Par exemple, en Belgique, il y avait une entreprise qui fabriquait de la moutarde qui se sourçait au Canada. Bon, pour différentes raisons, ils ont monté la filière localement, c'est-à-dire qu'ils avaient l'usine. Il y a d'autres cas où ils ont monté une usine spécialement pour utiliser une culture de diversification qui permet de réduire les pesticides. Donc, ça se passe à côté des politiques. C'est-à-dire qu'il y a je pense, des petits industriels qui sont conscients que pour la pérennité ou le développement de leur activité, qui doivent s'associer, s'allier, créer des coalitions entre eux dans les territoires. Donc, c'est à côté des politiques. Mais ces initiatives, ça commence à poindre et je pense que c'est une piste qu'il ne faut pas exclure, quoi. Je ne sais pas si on prend un peu de temps. Merci Michel, on a un peu de pub tout à l'heure, c'est ce qui était à faire. Moi je suis d'enseignement agricole, technique et supérieur en l'occurrence. Je me permets juste de rebondir sur ce que vous avez dit, Madame Michel, sur les cantines. Je partage alors à 150% sur le fait que ça n'avance pas assez vite. Pourtant, je voudrais quand même apporter une petite touche d'espoir et peut-être un peu d'engagement des uns et des autres. À Toulouse, oui. Vous êtes passé à l'inox dans les cantines. Alors, je ne suis pas à Toulouse, je suis en Lausanne, et je travaille dans la mission nationale d'appui à l'enseignement agricole, donc on accompagne les cantines de l'enseignement agricole à mettre en œuvre la loi égalité. C'est vrai, c'est pas facile. Mais quand même, la loi n'est pas sanctionnante. Pour le coup, moi je le vois plutôt comme un bienfait, parce que si on attend d'avoir les doigts comme ça et la baguette qui tape dessus, ça n'encouragera pas forcément bien plus. C'est bien plus d'autant plus que nos directions vétérinaires et compagnie non plus, les contrôleurs, comme vous l'avez bien dit. Donc il faut plutôt engager les gens dans les transitions en leur expliquant tout le bénéfice que ça a, comme vous l'avez fait ce soir, et comme je pense qu'on est tous ambassadeurs du message. Et peut-être qu'on a un lieu pour le faire. On a peut-être maintenant à peu près tous un projet alimentaire territorial à notre portée. On a des écoles, on est des parents d'élèves, où on est intéressé par la chose et on a des lieux où on peut travailler ces sujets-là et s'encourager mutuellement. Alors vous avez cité, il y a des SSA, effectivement, c'est pas destiné qu'aux pauvres, mais aux gens qui n'ont pas de sous pour s'acheter à manger. Donc c'est des lieux où on peut tous s'engager, quelle que soit son origine sociale, son niveau de revenu, son intérêt pour la chose alimentaire suffit en fait. Et c'est des lieux, je pense, entre les PAT, les caisses communes de l'alimentation, les projets là, les municipales, il y a vraiment des endroits où on peut parler d'alimentation, c'est un des, voire le levier. Et ça, les cantines, il y a quand même plus de, en tout cas, 5 milliards de gens aujourd'hui qui mangent à la cantine toutes les années en France. C'est un super levier. Alors même si la loi Egalim, elle n'est pas suffisamment respectée, mais n'empêche que ça tire les filières. On voit dans les territoires des agriculteurs qui changent, qui s'installent. C'est trop peu, je suis d'accord. Mais quand même, il y a un petit mouvement de fond. J'ai envie de mettre l'accent sur les paroliers. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a une petite mauvaise nouvelle qui vient de tomber pour les PAT. J'ai lu ça en venant tout à l'heure.
Il y avait des financements en 2024, ils ont été divisés par 2 en 2025 et la ministre de l'Agriculture a annoncé aujourd'hui qu'il y aurait 0 budget pour les PAT en 2026. Oui, je fais la transition. En dehors de ces initiatives qui sont positives, ce qu'il faut savoir, c'est que les fameux coûts cachés, là, estimés à 170 milliards, plus ou moins X, ça augmente chaque année. C'est-à-dire qu'on ferme des sources, c'est un coût. L'assurance maladie, l'augmentation des cancers, autres maladies, à âge égal, en plus du vieillissement, c'est un coût. Donc, justement, là, pourquoi on arrête de subventionner les PAT? À un moment donné, il faut couper les budgets quelque part. Donc, c'est quelque chose qui ne peut pas tenir. Donc, tant qu'on ne révise pas, parce que comme le PIB n'augmente plus, il n'y a plus de ressources pour financer ces coûts additionnels, hein, qui sont très importants, donc le système n'est pas tenable. Donc, je ne le vois pas négativement, ça peut être l'électrochoc à un moment donné, qui comment dire, encourage des changements beaucoup plus systémiques. Mais c'est là que la recherche a un rôle fondamental à jouer pour bien documenter, pour relier justement les problèmes. Parce que quand on les considère isolément, les solutions ne sont jamais à la hauteur. Alors que le fait de dire que manger bien pour la santé, c'est aussi mieux pour l'environnement, ça veut dire qu'on peut faire des économies des deux côtés. Alors que souvent on oppose agroécologie et économie, on oppose environnement et santé. En fait, les recherches les plus sérieuses sont bien documentées qu'il y a des effets de synergie positive. Donc, l'augmentation de ces coûts cachés, je pense que ça va être un déclencheur pour prendre de la hauteur dans ces politiques. J'ai une question très pratique, je voulais savoir, parce que du coup, il y a beaucoup d'utilisation de pesticides, de perturbateurs endocriniens qui se retrouvent dans les sols et qui se retrouvent ensuite dans l'eau. Et je voulais savoir quels conseils vous donneriez pour qu'on puisse consommer une eau qui soit le moins polluée possible. Alors, c'est une question hyper intéressante et c'est compliqué de vous répondre. En fait, comme il y a des puits de captage différents dans toutes les villes différentes, voire même plusieurs puits de captage par ville, en fait, il faut déjà que vous vous renseigniez auprès de votre mairie ou de votre ARS. Il y a des affichages obligatoires de la qualité de l'eau. Alors, jusqu'au 1er janvier 2026, les affichages obligatoires sont assez succincts, mais avec la loi qui est passée, que je vous ai citée tout à l'heure, même si les ustensiles de cuisine n'ont pas été retenus dans cette loi, il y a un affichage sur les contaminants de l'eau qui devrait être obligatoire. On attend de voir ce que ça va donner. Mais du coup, l'eau, globalement, est quand même, n'est pas toujours parfaite. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il y a différents systèmes de filtres qui existent, que vous pouvez installer chez vous. Des trucs plus ou moins chers. On n'a pas vraiment d'études scientifiques sur l'évaluation de ce que ça donne une fois l'eau filtrée. On a un collègue chercheur au CNRS, au Muséum, qui est en train de faire une étude justement sur des filtres que chacun peut acheter chez soi, enfin dans les magasins, et installer chez soi. On aura les résultats courant 2026. Mais ce qu'on sait, c'est que les filtres à charbon filtrent certaines molécules. Donc déjà, si vous filtrez avec un filtre à charbon, c'est déjà pas mal. Maintenant, il y a des molécules qui ne vont pas être filtrées ou moins bien être filtrées par les filtres à charbon. Donc voilà, c'est un peu compliqué de vous répondre comme ça en quelques minutes. Mais filtrer avec un filtre à charbon, de toute façon, si vous changez bien votre filtre régulièrement, parce qu'il faut faire attention, le filtre à charbon, en fait, c'est poreux, donc ça va absorber les polluants, mais du coup, si vous le gardez trop longtemps, ça va relarguer les polluants. Donc, il faut vraiment le changer de manière très régulière, et c'est pour ça aussi que les autorités ne conseillent pas de filtrer, parce qu'à chaque fois, ils nous disent « bah oui, mais si les gens ne changent pas bien leur filtre, ça va être pire ». Donc ça va, on n'est pas tous débiles, on peut changer un filtre et se noter la date. Donc vous pouvez filtrer et changer vos filtres. Et l'eau du robinet ou en bouteille? Je parlais d'eau du robinet. L'eau en bouteille, elle est de la même qualité que l'eau en robinet, puisque vous avez vu, alors moi je suis passée très vite sur ma slide, mais un des scandales que je voulais citer, c'est le scandale des eaux embouteillées, où de toute façon les fabricants, les vendeurs d'eau ont été obligés de filtrer l'eau
avant de la mettre en bouteille, ce qui est illégal puisque l'eau minérale ne doit pas être transformée avant d'être embouteillée, c'est la loi. Pourquoi? Parce que comme les nappes phréatiques sont polluées, elles sont polluées pour tout le monde, pour les minéraliers comme pour nous. Donc ça coûte moins cher de boire de l'eau du robinet de toute façon qui ne va pas être meilleure ou pire que l'eau qui est en bouteille en fait. Et l'eau qui est en bouteille, en plus vous allez avoir des microplastiques parce qu'ils sont emballés dans du plastique. Donc voilà. Oui. Merci beaucoup pour vos interventions. J'ai l'impression que quelque chose qui est sorti, c'est que c'est vraiment un problème qui est très complexe avec beaucoup de paramètres. Et pour le grand public, ou même les non-spécialistes, c'est un peu quelque chose qui peut être dur à appréhender. Donc, est-ce que vous avez des idées de slogans un peu concis, fédérateurs, comme celle que j'ai lu, voilà, ou peut-être des scores, des trucs comme le Nutri-Score qui pourraient un peu tout mettre ensemble? Tu veux répondre? Des slogans. Un slogan ou ton avis sur le Nutri-Score? Alors le Nutri-Score, c'est intéressant et on va dire c'est une base. Ça ne prend pas en compte le fait que c'est biologique ou pas biologique. C'est-à-dire qu'un gâteau du goûter va être très mal noté, qu'il soit bio ou pas bio. D'accord? Donc le truc c'est qu'on ne peut pas rajouter, c'est difficile de rajouter le bio dans le Nutri-Score pour l'instant. Après un slogan, je ne sais pas, par exemple Lisa qui a parlé tout à l'heure et moi on a fait une formation à l'IFSEN. Moi j'enseigne aussi à l'IFSEN maintenant et en fait un des slogans qu'on retient nous c'est un polluant en moins, c'est une chance en plus. C'est le directeur qui nous a proposé ça et moi je trouve que ça marche bien quand on fait des ateliers ou des choses comme ça, les gens retiennent, c'est-à-dire que l'idée c'est pas d'être parfait. C'est impossible de se couper de tous les polluants qu'on a autour de nous, mais si on essaye d'en enlever un, par exemple de faire un petit changement, déjà c'est bien, donc ça encourage les gens déjà à le faire, et finalement en fait on se rend compte avec le recul que ça encourage les gens à en faire plus, parce que quand on en fait un, on se dit finalement c'était facile de changer ça, tiens je vais essayer, je vais changer un deuxième truc, et puis on est assez surpris des fois de voir des gens qui en quelques mois vont changer plein de choses, et sans culpabilité en fait. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut avoir en tête, c'est que encore une fois tout n'est pas dans nos mains, donc quand on peut faire des choses on les fait, mais il ne faut pas culpabiliser de ne pas faire parfaitement. Et pour un slogan, c'est ce que j'ai esquissé rapidement en ce qui concerne l'alimentation, parce que vous voyez les enjeux, c'est à la fois notre santé, c'est notre environnement qui va avoir aussi un effet sur notre santé, l'alimentation. Et c'est à la fois avoir les bons aliments, mais la bonne composition de l'assiette. Et ce que je vous ai dit, les 4 V, c'est-à-dire manger plus vrai, plus végétalisé, plus varié, et plus de produits régénérant le vivant, le bio et un petit peu des cousins du bio, c'est très simple. Et là, vous résolvez la quadrature du cercle, c'est à la fois la santé et l'environnement, le choix des produits, la part des différents produits dans l'assiette. 4 V, vrai, végétalisé, varié, régénérant le vivant. Ça vous convient comme slogan? Dernière question et après Laurence moi c'était juste une petite précision, une question. Il me semblait que le Nutri-Score ne distinguait pas entre aliments ultra transformés et autres aliments. C'était utile dans Oui. Donc, le Nutri-Score, c'est en gros une fraction. Au numérateur, c'est le bon, c'est les fibres, les protéines, et au dénominateur, c'est ce qui est considéré comme mauvais, à savoir le gras, le sel et le sucre. C'est ce qu'il y a sur l'emballage. Donc déjà, ça ne tient pas compte de tout, par exemple les bons acides gras. Et en plus, ça ne tient pas compte du degré de transformation. Alors, il y a la perspective. Vous savez que le Nutri-Score, même très imparfait, il est contesté. Il y a le projet de l'entourer d'un logo noir si c'est ultra transformé. Parce qu'à ce jour, 50% des aliments notés A sont ultra transformés. Pour les D et les E, c'est peut-être 80 ou 90%. Donc ça veut dire que le Nutri-Score il ne prend pas en compte toutes les composantes de ce qui est important pour la nutrition. C'est pour ça que dans le premier V, je disais moins ultra transformé, parce que quand on ne mange pas ultra transformé, c'est pas gras généralement, le produit, c'est pas sucré, c'est pas salé, ça englobe tout, quoi. Donc les 2 critères sont orthogonaux, quoi. Mais là, ça ne résout que le problème, ça ne prend pas en compte le bio, les pesticides, ça ne prend pas en compte les protéines animales,
Il y a bien le choix des aliments, en prenant en compte gras, sucre et tout ça, les pesticides, mais il y a aussi la composition de l'assiette. C'est fondamental, parce que je disais, si on veut manger plus bio, si on veut manger moins de viande, c'est bon pour la planète, c'est mieux pour la planète, pour notre santé. Donc c'est cette vision holistique qu'il faut avoir. Et actuellement, on a toutes les connaissances, c'est très bien documenté scientifiquement. Mais il faut combattre les lobbies qui ne veulent pas accepter tel ou tel item. Puis je rappelle que les légumes, la diversité, c'est quelque chose de fondamental, mais on importe la moitié de nos légumes. On en mange la moitié de ce qu'il faut, et on importe la moitié. On est complètement à côté de la plaque. Donc la souveraineté alimentaire, ce n'est pas la betterave avec les néonicotinoïdes, c'est pour faire de l'agrocarburant, tout ça, on n'en a rien à faire. C'est des cultures clés comme les légumes et surtout une diversité de légumes. Mais ça, on n'en parle pas assez dans les médias. Et j'ai discuté avec il n'y a pas longtemps qui disait que certains industriels sont prêts à valider les Nutri-Score justement parce que les aliments ultra transformés ne sont pas plus. Donc en fait, il y a un revirement. Sauf, j'ai pas entendu ça. Sur ça, non, mais là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. S'il n'y a pas le logo noir autour, ce qui n'est pas le cas, c'est un prototype qui existe dans les papiers. Avoir A ou B au Nutri-Score ne veut pas dire que les produits ne sont pas ultra transformés, puisque 50% des produits A et B sont ultra transformés. J'ai pas compris. Bon. Donc, bon, alors, on n'entend pas bien. Hein. La séance est enregistrée, et donc si vous voulez tout revoir, vous allez sur le site de la Technopole et vous aurez accès à la vidéo. Bonsoir, merci Tania et Michel pour votre conférence. Je suis désolée, j'ai raté le début, mais ravi que vous soyez là et je connais bien vos travaux. Je voulais juste partager une petite expérience parce que j'ai eu la chance avec Jean-Michel pour un atelier à la Technopole de faire un trajet avec Michel. On s'est arrêté à une heure de Toronto pour acheter à manger. Et c'était une expérience intéressante pour savoir qu'on est passé devant le rayon des Chinois. Tu nous as fait une leçon, voilà. En gros, et Tania aussi, j'ai eu la chance de pouvoir l'accueillir chez moi et on a cuisiné. Et c'est vrai que finalement, il y a beaucoup de choses des conférences, de la conférence que vous faites, que l'on pourrait aussi convertir en atelier, je ne sais pas, entre marché, courses dans les grandes surfaces et puis après atelier cuisine. Je pense qu'il y aurait en tout cas une façon de se dire qu'on peut agir aussi sur notre santé en tant que consommateur et consommatrice et se protéger. Et après le côté, on va dire systémique que ça a, mais on est quand même, du fait qu'on soit des consommateurs et consommatrices même décroissants, on peut orienter où va notre argent. Et ça, c'est quand même quelque chose que, voilà, que les lobbies n'auront pas mal mérité. Petit point d'information peut-être qu'on pourra rajouter sur le site quand on mettra la conférence, c'est que sur tous les labels, je ne sais pas Michel si c'est bon, mais en tout cas il y a une expertise collective INRAE qui a analysé la virtuosité en fait, des labels entre bio, Déméter, et ce compte rendu de l'expertise a été complètement invisibilisé. Et en fait, c'est une bonne boussole, j'ai lu sur pas mal de produits. Donc si vous voulez aller la voir, ça peut être une ressource intéressante et vraisemblablement ceux qui étaient dans l'expertise ont dit qu'il y avait vraiment eu la volonté, je ne sais pas si c'est pas sorti le 15 août, un truc comme ça, une blague comme ça, mais en tout cas ça a vraiment eu. INRAE était très mal à l'aise parce qu'il y avait énormément de ces labels qui étaient décrits. C'est Ifremer qui l'a fait, c'est Ifremer mais aussi c'est avec avec INRA. Et c'était au printemps qu'ils ont sorti Ouais, ça, ouais. c'était totalement. Enfin, ça n'a pas du tout. Oui, voilà, ça n'a pas du tout. Et alors, Ils ont finalement, il y a analysé, quasiment que le label bio. Il y avait HGE, le Blanqueur, les AOP, les IGP. Voilà, donc il y a ce point-là, et après un autre point aussi qui fait réfléchir aussi par rapport à ce que représente l'agriculture. C'est vrai qu'on parle toujours alimentaire. Michel a bien insisté effectivement sur les agrocarburants, mais en gros, il faut bien avoir en tête que quand on fait de la production agricole et que ce n'est pas destiné à l'alimentation, il n'y a aucune limite maximale résiduelle appliquée pour les pesticides. Et ça, c'est. Alors, moi, je critique beaucoup les limites maximales résiduelles parce qu'elles sont établies sur de mauvais critères, mais en fait, plein de
l'agriculture et bien la part. Et en termes de surface agricole, vous voyez, on ne maîtrise plus rien au niveau du danger, l'exposition notamment culturelle sur la santé. Et ça, du coup, on est dans une autre, un peu un pas de côté, mais ça fait aussi partie du choix de se dire, bon, ben, finalement, sur une surface agricole vide, à quoi on l'a dit et qu'est-ce qu'on en fait. Et effectivement, le côté betterave, donc la consommation de betterave, c'est fait aussi pour faire soit du sucre, soit alimenter la filière pour faire du bioéthanol. Et on a dit, ben, en fait, arrêtez de manger du sucre, arrêtez d'être obèse, il y a tout ça qui est vraiment lié aussi. Et c'est dur finalement en quelques conférences d'arriver à savoir ce qu'il faut faire après ça. Mais peut-être, comme disait Claire en off, c'est finalement est-ce qu'on va nommer d'où vient tout le mal de tout ça et comment on peut, voilà, par rapport à l'économie, même pour l'instant, je trouve mon principe qui puisse faire tout ça. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci à tous pour votre participation. Et j'espère que vous serez comment je sais pas.